Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de valeurs propres et d'espaces propres. Donc c'est une début d'une nouvelle série qui est consacrée à la réduction des endomorphismes. Donc voilà, je vais vous parler de plein de choses et donc en premier lieu, définir ces éléments, les éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice, pour ensuite les calculer, etc. et arriver à la diagonalisation, la trigonalisation, tout plein de choses. Mais bon, voilà, j'espère déjà que cette vidéo vous plaira. Commençons tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur propre? Eh bien, un vecteur propre, pour un endomorphisme, donc une application de E dans E, linéaire, où E est un K espace vectoriel, K est un corps commutatif, on peut imaginer R ou C si vous voulez. C'est quoi? Eh bien, c'est simplement un élément différent du vecteur nul, un vecteur donc non nul, tel que f de x, soit égal à lambda fois x pour un certain lambda, qui peut être 0, qui peut être n'importe quelle valeur. Autrement dit, ça veut dire que f de x, l'image du vecteur x, doit être collinéaire au vecteur x. Donc un petit dessin, par exemple, voilà, de vecteurs x et y du plan. Eh bien, imaginons que j'ai une application linéaire qui envoie x sur f de x ici. F de x est bien collinéaire à x. Ce vecteur x est un vecteur propre de mon application f. Pour y, f de y n'est pas collinéaire à y. Ce vecteur y n'est pas un vecteur propre de f. Voilà, donc c'est... Prenons d'autres exemples pour bien comprendre. Une symétrie, par exemple. Donc là, les vecteurs sont mis de part et d'autre du plan, mais comme vous le savez, les vecteurs, on peut les mettre où on veut. Donc quelle est l'image par cette symétrie d'un vecteur? Un vecteur qui est penché comme ça, son symétrique est comme ça. Donc à quelles conditions est-ce qu'un vecteur peut être collinéaire avec son symétrique? Bon, le cas le plus simple, qui est facile à voir, c'est si jamais le vecteur est tracé sur le plan rose là. Vous voyez, il est bien comme ça. Là, forcément, il est égal à son symétrique. Vous voyez, si on est sur le plan du milieu, on n'est pas modifié par la symétrie, donc on est collinéaire à soi-même. D'accord? Donc f de x égale x, donc c'est bon, lambda égale 1. Il y a des vecteurs qui sont égaux à eux-mêmes, c'est tous les vecteurs que je peux dessiner là sur le plan rose. Ok? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, c'est un peu plus dur à voir, mais oui, il y en a. C'est ceux qui sont perpendiculaires au plan. Vous voyez, ceux qui seraient sur les traits noirs là, qui sont dessinés ici. Parce qu'un vecteur qui est sur le trait noir, son symétrique, c'est son opposé. Et donc, effectivement, cette fois, on obtient f de x égale moins x. Donc, moins 1 aussi est un rapport qu'il y a qui peut survenir dans cette situation-là. Donc, voilà des exemples de vecteurs propres. Une autre application, une rotation. Alors là, j'ai fait une rotation dans l'espace. Donc, effectivement, il y a des vecteurs. Ceux qui sont sur le vert, vous voyez, ils ne sont pas modifiés parce qu'on tourne, ils restent eux-mêmes. Donc là, il y aurait des vecteurs propres. Mais imaginez ça sur le plan. Donc, prenez juste le plan. Faites une rotation de 30 degrés. Par exemple. Tous les vecteurs, rotation de 30 degrés. Jamais un vecteur pourra être collinéaire avec lui-même. Vecteur sur une droite, on fait tourner de 30 degrés, il ne peut pas être toujours sur cette droite, vous voyez. Donc, à part une rotation de 180 degrés, effectivement, voilà, bon là, d'accord, mais sinon, il est tout à fait possible d'imaginer, donc, dans le plan ou dans des espaces plus compliqués, des endomorphismes qui n'ont pas de vecteur propre, d'accord? C'est pas automatique qu'il y en ait tout le temps. Mais voilà, donc s'il y a des vecteurs qui sont collinéaires à leur image, ce sont des vecteurs propres. Alors, deuxième définition, valeur propre maintenant. La valeur propre, c'est assez proche. Vous voyez, une valeur propre de f, c'est simplement une valeur donc, dans le corps de départ, telle qu'il existe un vecteur propre qui corresponde à cette valeur. Autrement dit, voilà, il existe un vecteur différent du vecteur nul, tel que f de x égale lambda x. Alors pourquoi différent du vecteur nul, pourriez-vous demander? Parce que sinon, ça marche tout le temps pour toutes les valeurs de lambda. Parce que l'image du vecteur nul, c'est le vecteur nul, pour une application linéaire. Donc multiplié par lambda, ça ferait vecteur nul. Donc en fait, si on acceptait que le vecteur nul soit un vecteur propre, toutes les valeurs propres seraient possibles. Donc c'est aucun intérêt, d'accord? Donc voilà, donc c'est bien important. On oublie des fois, mais voilà. Un vecteur propre, c'est donc un vecteur non nul qui vérifie ça. Et la valeur lambda, eh bien, c'est la valeur propre associée au vecteur propre. Et le x, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre. Voilà, ça marche toujours ensemble. En fait, quand on a une équation de ce type-là, on a, avec x non nul, on a un vecteur propre et une valeur propre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur les exemples précédents? Eh bien, donc, si on prend une symétrie, il y a deux valeurs propres. Il y a ceux qui ne sont pas changés, valeur propre 1, ceux qui sont transformés en leur opposé, valeur propre moins 1. Bon, je ne l'ai pas prouvé, mais je pense qu'on se rend bien compte qu'il n'y a que ça. Et une autre formulation, qu'est-ce que ça veut dire que 0 est valeur propre de f? Ah, alors voilà, c'est-à-dire qu'il existe un x différent du vecteur nul, tel que f de x égale 0 fois x. Mais 0 fois x, c'est le vecteur nul. Donc il existe un x différent du vecteur nul, tel que f de x est égal au vecteur nul. Ça veut justement dire que dans le noyau de f, il y a quelqu'un d'autre que le vecteur nul.
Voilà, que car de f est différent de vecteur nul, et donc ça, comme vous le savez, ça signifie que f n'est pas injective, puisque c'est une application linéaire. Donc finalement, une autre façon de dire que mon application linéaire n'est pas injective, un peu sophistiquée, mais habituelle quand on a un peu l'habitude de ces choses-là, c'est de dire que 0 est valeur propre. Oui. Donc on verra comment on fait pour se rendre compte facilement, mais c'est une autre façon de dire que f n'est pas injective. Ok. Alors, les espaces propres. Donc, l'espace propre, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, tout d'abord, regardons comment on peut réécrire l'équation f de x égale lambda x. Juste, je passe lambda de l'autre côté. F de x moins lambda x égale vecteur nul. Ok. Donc, f moins lambda identité de x égale vecteur nul. Jusque-là, ça va pas bien. Ça mange pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Donc, un vecteur propre, c'est un élément qui vérifie cette relation-là. Eh bien, je donne un nom à l'ensemble des éléments qui vérifient toute cette relation-là, qui est le noyau de f moins lambda identité. Hein. Donc, on appelle l'espace propre de f associé à la valeur lambda, et donc on le note comme ça, dans plein de bouquins et dans des sites c'est noté comme ça, donc pour faire plus court, hein, on a déjà une lettre, ker de f moins lambda identité, mais enfin bon voilà, pour être un peu plus court on le note comme ça. Donc c'est cet espace, voilà, de ceux qui vérifient ça. Très bien, donc jusque là, pas grand chose de nouveau. Alors, est-ce que l'espace propre c'est l'ensemble des vecteurs propres? Bah on a l'impression que oui, les vecteurs propres c'est bien ceux qui vérifient ça. Alors attention, toujours le piège, non, c'est faux. La différence est subtile, mais importante. E lambda de f, c'est les vecteurs propres, plus le vecteur nul. Pas question de prendre un sous-espace vectoriel dans lequel il n'y aurait pas le vecteur nul, vous voyez. Rappelez-vous la condition pour vérifier quelque chose à un sous-espace vectoriel, c'est déjà qu'il y a le vecteur nul dedans. Mais le vecteur nul n'est pas un vecteur propre, d'accord? J'insiste encore là-dessus, parce que c'est souvent une erreur classique. Donc non, l'ensemble des vecteurs propres n'est pas un espace vectoriel. Et donc l'espace vectoriel le plus proche, évidemment, c'est l'espace propre. Mais voilà. Ok. Alors le spectre, qu'est-ce que c'est que le spectre? Donc évidemment, on est en mathématiques, donc le spectre, ça ne peut pas être une apparition fantomatique, effrayante ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Le spectre, c'est donc l'ensemble des valeurs spectrales de f. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, c'est l'ensemble des valeurs lambda dans le corps de base, telles que f moins lambda identité n'est pas bijective, n'est pas inversible, n'est pas un isomorphisme. Ok, alors c'est une définition comme une autre. Alors quel rapport avec ce dont on vient de parler? Ben, ce qu'on vient de voir, c'est que si lambda était une valeur propre de f, c'est équivalent au fait qu'il y ait des vecteurs propres. C'est-à-dire qu'il y ait autre chose que vecteur nul dans cet ensemble-là, dans cet espace propre ker de f moins lambda identité. Et ça, eh bien, comme on l'a déjà vu, ça signifie que f moins lambda identité n'est pas injective. Mais si elle n'est pas injective, elle n'est pas bijective. Donc les valeurs propres sont des valeurs spectrales. Ok? Mais en plus, nous, on va se cantonner à la dimension finie la plupart du temps, voire l'essentiel du temps. Pourquoi? Parce qu'on va regarder les valeurs propres de matrices, etc. Donc, si on suppose de plus que la dimension de E est finie, alors à ce moment-là, on sait qu'un endomorphisme qui n'est pas injectif, n'est pas bijectif certes, mais si un endomorphisme n'est pas bijectif, c'est équivalent au fait qu'il ne soit pas injectif. Il y a une équivalence. Il n'y a pas besoin d'avoir, vous voyez, c'est pas possible qu'il y ait un endomorphisme injectif et pas surjectif en dimension finie. Rappelez-vous, c'est une équivalence qu'on a déjà vue dans la vidéo sur le noyau et l'image d'un endomorphisme. Autrement dit, dans le cas de dimension finie, qui va être le cas qui va m'occuper dans l'essentiel du cours, le spectre de f, c'est l'ensemble des valeurs propres de f. Et donc, c'est la définition que je prendrai la plupart du temps, et c'est la plupart du temps dans les livres ce qu'on voit quand on parle du spectre. En dimension finie, c'est juste l'ensemble des valeurs propres qui s'appelle comme ça. Ok, donc, alors, supposons que notre espace E, il s'écrive en somme directe E égale G plus H. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un sous-espace G, un sous-espace H, ici, et que n'importe quel donc, élément X de mon espace peut se décomposer en une somme d'une composante sur G, une composante sur H, et en plus que cette décomposition, là, x égale xg plus xh, est unique. D'accord? C'est ça que ça signifie, somme directe. Hein. Une autre façon de dire, c'est que l'intersection de G et de H, c'est uniquement le vecteur nul. Ok, donc voilà, tout élément peut s'écrire comme ça, et donc la projection sur G de n'importe quel élément X, c'est simplement sa composante xg. Donc je vous rappelle, ce qu'on avait appelé πg, le projecteur sur G parallèlement à H, eh bien c'est l'application qui, à X, associe xg. Bon, super. Eh bien, est-ce qu'il y a des valeurs propres à cette application-là? Regardons. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si πg de x est égal à lambda fois x, donc je traduis, πg de x c'est xg, c'est égal à lambda xg plus xh, puisque x c'est xg plus xh. Passons donc ce lambda xg de l'autre côté, laissons le lambda xh de ce côté-là, on obtient donc 1 moins lambda xg égale lambda xh. Mais alors, attention, parce que xh, il est dans h, multiplié par lambda, vu que c'est un sous-espace vectoriel, c'est dans H. Pareil, 1 moins lambda xg, il est dans G, mais G inter H, c'est juste le vecteur nul.
Donc là, j'ai un vecteur de g qui est égal à un vecteur de h, ils sont forcément tous les deux égaux au vecteur nul. Autrement dit, j'ai 1 moins lambda xg qui est le vecteur nul, et lambda xh qui est aussi le vecteur nul. Alors là, il y a plusieurs solutions. Premier cas, le plus simple, si xg est égal au vecteur nul, et xh égale le vecteur nul. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que x est le vecteur nul, et effectivement, la formule marche. C'est pas tellement étonnant, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour le vecteur nul, ça marche tout le temps. Parce que l'image d'un vecteur nul, c'est le vecteur nul. Ok, bon, d'accord. Alors maintenant, si xg est différent du vecteur nul, vu que là, c'est le vecteur nul, il faut que lambda soit égal à 1. Il n'y a pas le choix, d'accord? Donc voilà, une valeur propre possible, lambda égale 1. Et puis, si xh n'est pas le vecteur nul, alors à ce moment-là, il faut que lambda soit égal à 0. D'accord? Parce que sinon, ça ne peut pas faire le vecteur nul. Voilà. Et donc, est-ce que xg et xh peuvent être tous les deux différents de vecteur nul? Non, parce que lambda ne peut pas être égal à la fois à 0 et à 1 en même temps. Donc voilà, on a fait tous les cas. Et maintenant, alors, quels sont les espaces propres associés à ces deux valeurs propres? Alors regardons à quelles conditions lambda égale 1. Donc on a dit c'est que xg est différent du vecteur nul et que xh, lui, est égal au vecteur nul. Donc si xh est égal au vecteur nul, c'est qu'on est x est un élément de g. Et donc l'espace propre associé à la valeur propre 1 pour le projecteur πg, c'est g. Et de la même façon, l'espace propre associé à la valeur propre 0, c'est cette fois qu'on est sur h, parce que forcément xg est nul, et donc c'est h. Voilà donc un exemple très simple, vous voyez, où on peut trouver facilement les valeurs propres et les espaces propres. Un autre exemple, toujours grand classique, la symétrie maintenant. Donc on suppose toujours qu'on a notre somme directe, g et h, et donc la symétrie, cette fois, c'est à x, qui c'est toujours xg plus xh, on associe xg moins xh. La symétrie par rapport à g. Si on était la symétrie par rapport à h, ce serait dans l'autre sens. Mais... Ok, donc voilà, l'application qui a x associe xg moins xh. Quelles sont ces valeurs propres? Donc procédons de la même façon. Allez, on y va. Sg de x égale lambda x. Alors, ça veut dire que donc xg moins xh est égal à lambda fois xg plus xh. Alors pareil, je passe tout d'un côté et de l'autre. J'obtiens donc, 1 moins lambda xg égale à lambda plus 1 xh. Et de nouveau, un vecteur de h, un vecteur de g qui doivent être égaux. Donc, ils sont tous les deux égaux au vecteur nul. Et donc, de nouveau, trois cas, soit xg et xh tous les deux vecteurs nuls. Donc x est le vecteur nul. Ok. Soit xg différent de 0, lambda égale 1, soit xh est différent de 0, lambda égale moins 1. Les deux ne peuvent pas être égaux en même temps, parce que sinon lambda serait égal à 1 et à moins 1. Et donc voilà, on a trouvé deux valeurs propres, 1 et moins 1. Et alors regardons de nouveau quels sont les espaces propres associés. Et bien donc si xg est différent du vecteur nul et que lambda égale 1, et bien forcément xh est égal au vecteur nul, puisque lambda n'est pas égal à moins 1. Et donc c'est l'ensemble g, d'accord? Et pour l'autre, c'est l'ensemble h, de la même façon. Donc voilà encore un autre exemple où il est facile de déterminer les éléments propres, que ce soit les valeurs ou les espaces propres. Ok, alors maintenant parlons un peu de matrice. Donc, on suppose cette fois que la dimension de E non seulement est finie, mais en plus qu'on l'appelle n. Et on prend B, E1, E2, E3, E4, E5, E6, En, une base de E. Comme vous le savez, à n'importe quel endomorphisme de E, on peut associer une matrice qui est carrée de taille n, etc. Donc, voilà, je prends f quelconque, j'associe à la matrice de f par rapport à la base B, donc qui est une matrice carrée à coefficient dans K, de taille n par n. Jusque-là, tout va bien. Et comme on l'a déjà vu aussi précédemment, si vous êtes habitué de mes vidéos, sinon c'est la vidéo qui s'appelle Application linéaire et matrice, eh bien on a une équivalence entre f de x égale lambda x, alors f de x égale y avec a fois x égale y. Bon ben là, f de x égale lambda x, ça veut dire a fois x égale lambda x, où x est le vecteur des coordonnées de petit x. Ouais, donc autrement dit, voilà, essayons de le faire dans un cas concret, vous voyez. Pour trouver les valeurs propres d'une application linéaire f d'un endomorphisme dont on connaît la matrice, on va résoudre ça, qui finalement est un système d'équations. Donc, allons-y. Avec lambda égale 2, montrez-moi que c'est bien une valeur propre et déterminez l'espace propre associé. Allez, je vous laisse mettre sur pause. Vous essayez de faire ça pour qu'on voit si ça marche ou pas. Ok, alors allons-y pour la correction. Donc, le système qu'on trouve, c'est a fois x égale 2 fois x, ou grand x, c'est les coordonnées x, y. Voilà. Bon. Alors, comment ça donne quoi comme système? Ça, 3 fois x plus y égale 2x. Voilà, 3x plus y égale 2x. Et pareil, en bas, 2x plus 4y égale 2y. Je passe le 2x de l'autre côté. X plus y égale 0. Je passe le 2y de l'autre côté. 2x plus 2y égale 0. Voilà. Jusque-là, rien de très dur. Mais en plus, ces deux équations, c'est un peu la même. D'accord? C'est deux fois, celle du bas, c'est deux fois la première. Donc tout ça se résume en x plus y égale 0. Donc y finalement est égal à moins x. D'accord, donc voilà, donc l'ensemble des solutions c'est x moins x, tous les vecteurs qui peuvent s'écrire comme ça. Autrement dit, c'est vect de 1 moins 1.
Voilà, les multiples de 1 moins 1. Eh bien ça, donc il n'y a pas que le vecteur nul dedans. Il y a par exemple le vecteur 1 moins 1 qui vérifie cette équation. Donc il y a bien un vecteur non nul qui vérifie que a fois x égale 2 fois x. Autrement dit, 2 est bien une valeur propre de f. Et l'espace propre associé, c'est donc E2 de f, c'est vecte de 1 moins 1. Voilà. Quand on résout le système, on trouve à la fois la valeur propre et l'espace propre. Donc le truc, c'est que là, je vous ai dit, montrer que 2 est valeur propre. Mais alors, comment on aurait pu faire pour savoir que c'était 2 et pas 3 et pas 8 ou quelles sont les autres valeurs? Et bien justement, c'est le but de la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment à partir d'une matrice ou d'un homomorphisme, on calcule les valeurs propres, ce qui permet après, en résolvant un système, de trouver l'espace propre associé. Bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie d'avoir la suite. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.